Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro de Move Rap Club et pour m'accompagner, comme d'hab bien sûr, Laure est là. Bonjour à tous, salut, ça va pêche bien, merci, tranquille. Et bien sûr, Ismaël est là aussi. Salut Sofran. Salut Isma. Alors aujourd'hui dans MRC, nous recevons un artiste qui distille depuis plus de 20 ans son poison dans le rap. Il fait partie de 2 groupes légendaires. Son credo dans la musique tient en une seule phrase, qui prétend faire du rap sans prendre position. Avec cette règle, il a sorti 3 albums certifiés classiques et il a marqué les compiles les plus importantes du rap game, de style hip-hop au classico organisé. Et oui, il a également été conseiller en communication chez Dia, animateur de groupe d'écriture, parolier, producteur et aujourd'hui, il est aussi écrivain. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir Calbo d'Arsenic et du Bisson Abisso. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sofran. Salut Calbo, je te check dans cette main qui a serré la main de Madiba. Eh oui, on a le droit encore à cette époque de coronienne. Bien sûr, bien sûr. Magnifique. Donc tu reviens en solo et non pas avec un album, mais avec un bouquin, quelques gouttes de plus. Voilà. Et un EP qui suit, attention. Et un EP qui suit, bien sûr, on va en reparler d'ici quelques minutes. En tout cas, dis-nous déjà pourquoi ce livre? Pourquoi Qu'est-ce qui t'a motivé? Non, en fait, ce qui m'a motivé, si vraiment j'ai le temps pour raconter. T'as tout ton temps, t'es là pour ça. Alors, ce qui m'a motivé déjà, c'est... J'en avais parlé en discutant avec mon pote mystique de Bisson Abisso. Donc, on parlait de tout et de rien et je lui disais, ouais, c'est une nouvelle reconversion dans l'écriture, avec les jeunes, tout ça, dans le sud. Et je lui disais, ouais, moi aussi, je fais des cours d'écriture. Là, je sors de 2 semaines de cours d'écriture dans une maison de correction. Et j'avais fait la prison à Fleury-Mérangis. Et je lui racontais un peu mon expérience, tout ça. Et lui, il écoutait, il me dit, mais tu devrais l'écrire, ça. Je dis, pourquoi? Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, tu vois, juste une discussion comme ça. Il me dit, mais tu devrais l'écrire. Je dis, pourquoi? Il dit, mais parce que ça s'oublie. Peut-être que les gens, ils veulent entendre ce genre de discours, tout ça. Et c'était resté dans ma tête comme ça pendant plusieurs mois. Mais bon, je disais, écrire, tu sais. Écrire du rap, oui, mais écrire un livre, c'est une autre histoire, tu vois. Et un jour, je me discute avec Oxmo. Et Oxmo qui me dit, ouais, mais en ce moment, moi, j'écris maintenant. Nos histoires, elles sont pas communes. Tu vois, on a eu des vies de fous. Et aujourd'hui, je l'écris. Il me dit, tu devrais écrire, toi aussi. Donc, il me laisse ça dans la tête. Et donc, je circule, mais à aucun moment, après leur truc, je dis, ah ouais, ce serait bien. Mais je me dis jamais, je vais écrire, tu vois. Et donc, un jour, je regarde une interview de 2 gars qui ont vécu ces époques avec nous. Le premier qui raconte, donc il est devant un journaliste, et puis je le vois sur Internet, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il va raconter? J'entends, oui, Calbo. Alors, j'ai rencontré Calbo, m'a dit, il est venu, nanana. J'écoute le mec, il dit Calbo, mais je me reconnais pas dans son action, quoi. Calbo avait dit, ah ouais, non, j'ai pas dit ça. Calbo savait, ah non, je savais pas. Et donc, une fois, et puis un deuxième, et derrière ça, donc, je me plains un peu, ah, mais les gars, ils parlent de moi, mais c'est pas du tout ma belle. Et donc là, c'est là où ma femme me dit, ouais, mais qui d'autre que toi peut raconter ta vie? Je dis, ouais. Il dit, au lieu de parler, il me donne un bloc-notes comme ça, bah vas-y, écris. Et là, je dis, ah, tu crois que je peux pas écrire? Bah vas-y, je vais écrire. Et donc, c'est parti comme ça, en me disant, ouais, qui mieux que moi peut me raconter, quoi. Par exemple, j'appelle Jackie dans une histoire que je raconte dedans en Nouvelle-Calédonie. Ah oui. La fameuse scène du Cava. Du Cava. Et je lui dis, mais tu te rappelles? Il dit, non, je me rappelle. Bah oui, mais comme il était victime dans cette histoire, son cerveau, il a fait un déni. Tu vois, et donc je me dis, ah ouais, les gens oublient. 20 ans après, les gens oublient. Et grâce à ça, je ne vais pas oublier mes scènes. D'accord. Tu dis aussi que ça t'a permis d'exorciser tes démons, ce bouquin. Et du coup, je pense à cette histoire avec le 3e membre d'Arsenic, TNT. Ouais, le truc Tony qui nous Truant. a habité pendant des années. En fait, le 3e qui était justement un cousin, le vrai cousin. Et donc, c'est une manière, grâce à ce livre, de donner ma version à moi, celui qui l'a vécu. Et voilà, donc vous allez entendre plein de versions de cette histoire. Mais là, c'est juste la version de celui qui était là. En fait, les histoires, c'est quoi les histoires? C'est si tu dis rien, les autres qui étaient dans l'histoire, justement, vont parler à ta place. Et le public aura la version de... Il y a un truc vraiment fantasmé que tu as entendu là-dessus, en disant, mais n'importe quoi. Ce que j'ai entendu, c'est ce que j'entendais sortir de sa bouche par des gens qui me disaient, voilà, il nous a dit ci, il nous a dit ça, il nous a dit qu'il avait écrit l'album d'Arsenic. Et je dis, ah bon, même pas un mot, il a écrit, même pas une syllabe. Ouais. Mais bon. Là-dessus, tu es obligé de le coucher sur papier. Ouais, voilà, il a écrit ci, il a écrit ça. Donc si tu dis rien, la version va circuler. Moi, j'ai croisé des gens au pays parce qu'il était rentré au bled. Qui ne dit mot consent, comme on dit. Voilà, j'ai croisé des gens au bled, des cousines, des sœurs à lui.
qui étaient fâchées contre nous parce qu'elles pensaient qu'on avait pris l'album de leur frère. Et je me disais, mais si tu dis rien, ben, donc elles ont grandi comme ça, mais pour te dire, jusqu'aujourd'hui, je pense que même elles sont restées avec cette idée, puisque on n'a jamais eu l'occasion, même l'envie d'aller s'expliquer sur un truc qui est tellement faux. Mais bon, aujourd'hui... Le bouquin, c'est l'occasion en tout cas. Le bouquin, c'est l'occasion. Dans ce bouquin, on apprend plein de choses. Par exemple, on apprend que le premier nom du groupe, ce n'était pas Arsenic, mais les PBMC, les PBMC. Plusieurs significations. Alors, on va en donner quelques-unes, bien sûr. Presse bien mes couilles. Ouais, la première. La toute première. Ouais. Power Brother MC. Ouais, là, c'était l'époque du break, tout ça. Donc, vous avez des trucs anglais qui sortaient. Ou encore les plus beaux mecs du continent. Ouais. C'est ça. Et comme il n'y avait même pas un demi-beau gosse dans le groupe, on s'est dit non, ça va pas marcher. Ça a duré une semaine, ça. J'avoue, j'étais mort de rire. Ça nous a bien fait rire. C'est bon. C'est devenu sérieux en tout cas, Arsenic, grâce à Kenzie du secteur A, le noir à lunettes avec ses chemises rouges, comme tu le dis souvent dans le bouquin. Mais aussi grâce à la Madré qui vous a donné sa bénédiction, c'est ça? Voilà, le premier, le top départ, en fait, si tu veux, nous. Décès de mon père, donc on s'est mis à écrire tout ça, laisser un peu l'école de côté. On s'est dit, bon allez, on est dans le quartier, il faut faire un billet, et puis voilà, on était dans d'autres trucs. Et donc tu connais, les parents africains, eux, c'est va à la NPE, trouve du travail, tout le temps, tu vois, c'est tout le temps sur nos côtes. Et quand on était dans la chambre enfermée, en train d'écrire notre musique, à chaque fois elle venait, vous faites quoi, c'est quoi? Et à l'époque, le rap n'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Le rap, c'est quoi ce bordel? Ça n'existe pas, ça passe pas à la télé, c'est rien. Et nous, on était là dans notre rap. Et un jour, elle est arrivée comme ça, elle a encore ouvert une énième fois la porte brutalement. Donc nous, on n'a pas le temps de mettre pause, tu vois. Et là, elle a dit, vous voulez faire du rap? Ben, faites-le comme un travail. Et elle est partie. Donc elle a fermé la porte, elle est partie. Bénédiction, quoi. Et c'est ce jour-là où on l'a pris comme l'autorisation de faire du rap, mais comme un travail. C'est pour ça que l'album blanc notre premier album, il y a cette phrase qu'on a écrite, t'as vu maman, on l'a fait. On l'a fait comme un taf, en fait. Ça devait être fier en tout cas. Ah oui. Elle était rassurée, ils m'ont écouté. Heureusement qu'il y avait Kenzie aussi, comme je le disais, qui vous a permis d'avoir un objectif. Ouais, il nous a prêté sa vision et voilà. D'ailleurs, il y avait un petit extrait qui était passé dans le nom de l'émission, je ne l'ai plus, mais tu sais, avec Olivier Cachin et Jean-Pierre Sec, où Kenzie était invité et racontait un peu cette histoire. Il a dit qu'il est parti vous chercher, il fallait qu'il vous trouve absolument. Il a envoyé un gars nous chercher, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables comme aujourd'hui. Tu veux quelqu'un, tu le cherches, ou sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Il y avait ou un pigeon ou un machin. Donc il y avait un gars qui traînait avec eux, qui s'appelait VR, donc Hervé. Et il habitait à Villiers-le-Bel, mais il traînait avec Ministère Hammer. Il a demandé à Hervé, tu peux me trouver les deux gars de Villiers là? Il a dit ok. C'est lui qui nous a trouvé, il nous a dit, il y a un mec qui veut vous voir, Kenzie, à Sarcelles. Et on est parti le rencontrer dans un hall. Je raconte un hall qui puait la pisse, à la secte Abdoulaye, des pitbulls par-ci, il avait un sac à dos, ses lunettes. On rentre dans un hall comme ça, malfamé, et on l'écoute nous parler de sa vision. Je vais faire du secteur A, n'allez plus à la NPE, Black Power, on va y arriver, on va. Venez, j'ai une vision, moi il me faut. Je suis en train de je veux monter un truc comme le secteur A, ça va s'appeler secteur A, un peu comme secteur Abdoulaye, et il me manque 2 gars comme vous. Comment ça, 2 gars comme nous? Et voilà, en fait, il avait déjà tout son plan dans sa tête. Ouais, Gynéco Marron, Gynéco, ministère, il me fallait 2 gars comme vous. 2 mecs de la street qui rappent. Votre kung-fu, il est compliqué, mais dans 3 ans, avec des compiles et des apparitions dans les albums des autres, vous allez habituer les gens à écouter votre flow et vous allez tout niquer. Dans 3 ans, sur un album, on nique tout. Le mec me vend ça, moi je dois bosser demain, j'ai entraînement de fou, je dis qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et je voyais à côté mon frère Lino qui était plus ah ouais, parce que lui il était plus à fond dans le rap que moi à l'époque. C'était plus qu'un hobby, mais lui il était là et en fait c'est comme si voilà, t'as ta paire de 2, tu mets tapis quoi, tu te dis bon ok, juste pour le délire, juste parce il croit tellement à sa folie là. Vas-y, on va le suivre comme ça, allez. Et c'est bon, et c'est parti comme ça. Visionnaire, le Kenzie, quand même. Ah ouais, tout ce qu'il a dit, ça s'avérait vrai. Donc on a fait des compiles, on a chanté dans les albums des autres, et 3 ans plus tard, les gens ont dit « Ah, quand l'album d'Arsenic ?» Et on l'a envoyé, et voilà. Et s'il n'y avait pas eu Lino, si tu avais été solo, tu crois qu'il y aurait été ou pas? Non. Franchement, quand j'y réfléchis maintenant avec la maturité et le recul,
Et non, j'y serais pas allé. C'était trop fou ce qu'il disait. Surtout que moi, j'avais un CDI à l'époque, en électrotechnique, et j'avais eu le foot, donc, où je prenais un billet quand même. Et donc, moi, le gars, il vient avec ses lunettes, son sac à dos dans un hall pété, il me raconte ces trucs dans 3 piges, et je dis, mais t'es un fou. Et si t'avais dit non, tu penses que Lino, il aurait continué quand même en solo ou ça l'aurait démotivé que tu n'y ailles pas? On sait pas ce qui... Là, vraiment, tu vois, ce qui est bien, c'est ma vision à moi, c'est pas celle de Lino. Yes. Moi, je voyais Lino, donc je peux raconter ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti quand je le voyais à côté en train d'écouter Kenzie. C'était plus son délire du moment que le mien. Et moi, j'ai un peu réagi en mode... c'est pas mal ce qu'il dit, le gars, quand même. Mais c'est fou, mais c'est pas mal. Il est tellement sérieux dans sa folie. Il était sûr de sa folie. Et quand Kenzie parle, je sais pas, tu as eu l'occasion de le rencontrer. Il est convaincant. Il est convaincant, le mec. Donc, il nous a fait croire qu'on était les meilleurs pendant des années. Mais là, pas tard. En tout cas, dedans, tu dévoiles aussi l'origine, dans le bouquin, tu dévoiles l'origine du fameux Tchit-Tchit et du 6e chaudron. Alors, vu qu'apparemment, on t'a jamais posé la question, pourquoi vous avez rebaptisé votre cité La Ceriserie le 6e chaudron? Et je le raconte dans les livres. Là, pourquoi on l'a baptisé le 6e chaudron? Non, parce que déjà, on était très métaphore, machin. Nous, on est bien à manier la langue française dans nos textes, tout ça. Et 6e chaudron, bah déjà un chaudron, parce que nous, on se disait que c'était une grosse bouillotte avec toutes les nationalités, les origines, toutes les origines mélangées. Et des Indiens, des Pakistanais, des Turcs, des Noirs, des Arabes, il y avait de tout dans le quartier, dans un seul bloc. Parce que notre quartier, c'est un grand bloc. Et il y avait tous ces mélanges. Et 6e comme un truc démoniaque, on dit c'est l'enfer, mais voilà, c'est comme une grosse bouillotte, on le voyait comme ça. Mais tu vois, quand j'ai lu ça, justement, moi je me suis dit, mais je savais pas du tout et je t'ai jamais posé la question parce que pour moi, le 6e chaudron, c'était parce que je pensais que c'était la 6e gare en partant de Gare du Nord. Et chaud, bah chaud, c'est chaudron, quoi, c'est chaudron, quoi, tu vois. En fait, le vrai nom, c'est La Cerisée, tu vois. Les quartiers difficiles ont toujours des petits noms mignons, la fleur rose des vents, c'est le truc, c'est un quartier pété, mais ça s'appelle La Cerisée. C'était ça le truc. J'ai capté. Et le 6e chaudron, aujourd'hui encore, 20 ans après, les petits appellent le quartier le 6. Là, j'habite au 6. C'est vraiment La Ceriserie, c'est vraiment la cité, c'est pas Villiers-le-Bel, le 6e chaudron. C'est le bloc. On va retrouver Laure pour son J'ai dit, j'ai pas dit. Le concept est simple, elle va te citer des phrases, à toi de te rappeler si tu les as dites. Merde. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. J'ai dit, j'ai pas dit, première phrase. Avec Bissona Bisso, on a été les premiers à mélanger le rap et la musique africaine. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu l'as pas dit? Oui, je l'ai dit. Ok. Alors du coup, je voulais parler de ça un peu avec toi parce que vous avez été un peu les précurseurs, mais aujourd'hui, c'est un truc qui se fait quand même pas mal. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Est-ce que ça te rend fier? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fier, non, mais fier. Fier, non. Fier, c'est pas le mot. Mais on se dit, peut-être quand on l'a fait, déjà quand on le fait à l'époque, on nous regarde comme des extraterrestres. Nous, on est tous dans le hip-hop, on passe dans les radios, un peu partout, Skyrock, machin, toutes les radios que tu veux, et la télé, tout. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'on allait mélanger le rap avec l'Afrique. Le rap allait directement vers les États-Unis. Et quand on l'a emmené vers l'Afrique, c'est quoi ça, ce rap exotique là, avec des musiques de nos pères, tu vois. Pour nous, c'était naturel puisque c'était une musique qu'on écoutait beaucoup à la maison. Et pour les gens, tu vois, nos fans entre guillemets, on disait c'est quoi cette musique? C'était choquant à l'époque. Et aujourd'hui, maintenant, on voit que tout le monde reprend les musiques africaines, s'habille en wax, tout. Donc on est un peu content en se disant que nous, à l'époque, quand on le faisait, on croyait que c'était un truc de fou, même si par la suite, les gens ont kiffé. Puisque Bisso a eu le succès, tout ça, mais c'est vrai que quand on l'a fait au début, les gens étaient en panique. Mais, Arsenic et De Balles, c'était des groupes hardcore, bien hardcore, bien street. Dès qu'on commençait à bouger nos fesses sur les dombolos, les gens ils n'ont pas compris. À l'époque, tu dansais pas, maintenant tout le monde danse. À fond. À l'époque, c'était pas ça. Alors une autre phrase. J'ai dit, j'ai pas dit. J'ai toujours aimé collaborer avec les rappeurs du Sud. La vibe était différente. Oui, je l'ai dit. Ah ouais? Tu sais quoi? En fait, t'as dit des trucs qui ressemblent, mais c'était l'occasion de parler un petit peu de ton rapport avec Marseille. D'ailleurs, je crois tes meilleures scènes, tes scènes à Marseille ont fait partie de tes meilleures. Bonnes scènes, ouais. C'est surprenant peut-être pour les gens, mais pour nous, non. Mais dans le Sud, on a fait des meilleures scènes, peut-être le public différent, tout ça. Et dans le sens où la réception du public a été toujours énorme, chaleureuse. Et
Voilà, j'en parle dans le bouquin. On avait fait on a notre premier tournée Arsenic, c'était avec les psychiatres de la Rime, qui sont eux de Marseille. Et à l'applaudimètre, Arsenic, c'était pas mal. Hein. Est-ce que du coup, c'est ce qui t'a donné envie d'accepter Classico organisé en te disant, je sais qu'il y a un truc avec le Sud qui fonctionne bien, je me lance? Non, c'est pas ça exactement. Mais en fait, si tu veux, les gars du Sud, et contrairement peut-être aux Parisiens avec l'expérience et les années, ils sont plus directs. Moins de chichi, moins de discussions. Par exemple, moi je suis descendu dans le Sud pour faire des morceaux Jeton classique avec ma petite Laura Yeniche. Et j'ai juste déboulé dans le Sud, ouais, j'arrive. Et voilà, je dis, ah, Cash, t'es où? Ah, je suis à la Cosca. Bon, là, j'ai ma petite, nanana, on va faire un morceau. Nanana. Bon, vas-y, viens. Après, l'autre dit, le rat, c'est le pays du Lora. Le rat, t'es où? Il arrive. Et à un moment, j'appelle le Bouga. Quelqu'un me dit, ouais, mais tu sais qu'il y a Bouga qui est là. Ah ouais, Bouga, Benzès. Je dis, ok, j'appelle Bouga. Et il me dit, vas-y. Il me dit, bon, il y a barbecue, je ramène les merguez. C'est tout ce qu'il m'a dit. Non, il m'a dit, où et quand? Donc là, tu vois, à Paris, j'aurais peut-être pas eu cette réponse, où et quand? Ok. C'est notre approche, quoi. Voilà. Alors, j'ai pas dit. On n'a pas vraiment galéré à percer. On n'a pas vraiment galéré à percer. Dans ce terme-là. Ouais. Du coup, tu as répondu à cette question. Justement, tu l'as pas dit, ouais. Mais c'est l'occasion de parler un peu du fait que vous avez posé une fois sur une compile. Voilà, Kenzie vous a cherché, vous a trouvé et ça a démarré d'un coup en fait. Vous n'avez pas t'as pas senti la difficulté de réussir dans le milieu? Déjà parce qu'on s'est jamais pris au sérieux déjà. Donc on n'avait pas l'impression de forcer plus que... c'est pas, moi je le dis toujours... moi, je ne l'ai pas dit dans le bouquin, mais souvent, je le dis dans la vie. Je me disais, le jour où j'ai joué au foot et qu'on m'a ramené un salaire, j'étais un peu étonné. Je dis, mais je fais mon kiff et tu me donnes de l'argent. Ouais. Et c'était un peu ça pour la musique. C'est-à-dire que pour nous, on s'est toujours amusé à le faire. Et après, ça a payé. Et pour nous, on n'a jamais forcé. Jusqu'aujourd'hui, je m'amuse toujours. Sinon, j'aurais arrêté déjà. Okay. Du coup, tu n'as jamais regretté d'avoir arrêté le foot? Tu t'es jamais dit que tu aurais pu peut-être avoir une petite carrière sympa? Ouais, ma mère le dit des fois, puisqu'il y a quelques recruteurs qui étaient venus me chercher à l'époque. Mais à l'époque, encore, c'était tabou. C'était les Platini, donc ils ne faisaient pas rêver comme aujourd'hui les Mbappé, tout ça. Mais avec, tu vois, que si je n'avais pas fait de musique à la place du foot, j'aurais peut-être regretté. Mais comme la musique aussi m'a apporté du Mandela, du machin, donc peut-être dans le foot, j'aurais même jamais eu ça, tu vois. Le 3e album d'Arsenic, on le doit, il est prêt et il sortira en 2022. Et il s'appellera Si quelques doutes subsistent. Il y a des mots qu'on a dit, mais... faut piocher dedans. Mais oui, mais nous, en fait, avec Lino, on s'est dit on le doit. Ouais. Et on le fera. Et il y a 20 morceaux qui sont déjà prêts? En fait, il y a au moins il y a une vingtaine de morceaux qui existent, mais je pense qu'on ne va pas les remettre dans le nouveau. Parce que plus les années avancent, plus on évolue. Mais c'est vrai qu'on repart de zéro. Voilà. Et comme dans mon EP, j'avais aussi une vingtaine de morceaux solo, parce que souvent les gens ils disent mais Calbo, t'as pas fait de solo? J'ai fait beaucoup de morceaux solo, mais ils sont jamais sortis. Et là, c'est l'occasion de les sortir. Et du coup, j'ai toujours pas ma réponse pour la date. Non, parce qu'avec un génie comme mon frangin, on prend le temps de bien faire. Si c'est le dernier, il faut qu'il soit magnifique. C'est vrai. Est-ce qu'elle a bon sur le futur nom de l'album ou pas? Le nom est bon. Ok, on sait déjà ça. Si quelques doutes subsistent, Arsenic. Voilà. Il est magnifique. Ça, c'est encore une idée de Kenzie. C'est la dernière idée avant de partir. Comme les gourous avant de mourir. Si quelques doutes subsistent, ça s'appellera l'album. C'est ça le truc. Merci à toi, Laure. En tout cas, tout de suite, on continue avec Ismaël pour son interview Mots-clés. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Calbo, j'ai innové parce qu'on reçoit un écrivain aujourd'hui, donc j'ai fait une interview mots-clés. Victor. J'ai pris Victor Calbo. J'ai pris des mots qui m'ont marqué dans le livre et qui retracent des passages qui peuvent être intéressants pour donner aux gens l'envie d'aller découvrir ce livre. Le premier mot, tu l'as déjà mentionné en fait dans l'émission, c'est le mot kung fu. C'est un mot qui revient dès le début et que tu répètes souvent dans le livre quand il s'agit de parler de votre art du rap en fait, à toi et Lino. Déjà, pourquoi ce mot kung fu? Parce qu'on était fans de kung fu, de films chinois. On a grandi dans les films hindous, tout ça, Bollywood, par nos parents, tout ça. Après, on a bifurqué, Bollywood bifurque sur le kung fu.
Je me souviens, on regardait même des films en mandarin, en langue, en mandarin. On comprenait rien, mais l'histoire, tu vois. Ça se tapait bien. Voilà, et tu vois, dans les références de nos albums, souvent même à un moment donné, dans le premier album, il y a une chinoise qui chante, les gens ne savent pas pourquoi. Ils disent, mais pourquoi elle est là? Parce qu'on aimait bien, c'est tout. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, et puis on aimait bien tout le cinéma chinois. On a dû voir tous les films de kung-fu qui existent, donc nous on ne dit pas, ouais, c'est ma technique, on dit c'est mon kung-fu. Et comment vous avez façonné cette technique, ce kung-fu, tous les deux au départ dans votre chambre, sur les lits superposés? Comment ça fonctionnait ce binôme en fait? Ça c'est une bonne question, c'est tellement naturel. Je sais que si je peux trouver une réponse à ça, c'est qu'on était bon en français déjà. Et bien moi j'aimais les dissertations, les machins, Lino était bon en français, ça lisait beaucoup aussi. Même dans notre 6e chaudron, on aimait bien la langue française, tout ça. Et après, pour nous, les métaphores, au lieu de dire par exemple, je sais pas moi, il pleut dehors, on va dire ouais, le ciel pleure. On disait c'est mieux une métaphore, c'est plus beau à mettre dans les... En fait, voilà, c'était du rap urbain de mecs de cité, dans les blocs, tout ça, mais qui parlaient... tu vois, c'était un peu notre truc. Victor Calbo. Victor Calbo. Exactement, je ne savais pas. Voilà. Et comment vous vous inspiriez, enfin, en tant que frère, c'est une relation qui est belle, tu vois, de travailler ensemble en tant que frère. Comment vous vous inspiriez l'un l'autre dans les plus jeunes années? Comment vous regardiez vos textes? Comment vous faisiez? Non, c'était naturel. On l'écrivait chacun, comme jusqu'aujourd'hui, hein, on balance un concept, une idée, un thème, et chacun se met de son côté, écrit, et puis on avait ce truc, comme on était différents dans l'écriture, donc on saluait, même la voix et l'écriture, c'est comme ça qu'on saluait, mais il y avait une douane sévère quand même, parce que si le gars kiffe pas ton couplet, il dit « Ah, c'est pourri, recommence ». Donc tu peux recommencer. Il n'y avait pas de filtre entre vous deux, vous vous disiez les trucs? Ouais, c'était clash, oui, c'était clair, Moi, j'ai déjà vu des mecs sortir 20 fois de la cabine, hein. Tant qu'on ne valide pas. Ah ouais. Je sais pas si je te raconte, à un moment donné, on fait 11h, 11h. Si. Ouais, c'est incroyable. J'avais vu ça 24 heures de studio. Et les gars, ils étaient derrière le micro normal, comme s'il n'avait pas sommeil. Le deuxième mot, c'est le mot « pourquoi ». Et en fait, c'est une question que tu poses à un moment juste avant la sortie du premier album, Quelques gouttes suffisent. Ouais. Tu dis, mais en fait, pourquoi il y a des gars qui vont se lever, aller acheter l'album de deux gars de Villiers-le-Bel. Et l'album, il va connaître un succès assez rapide et fulgurant, alors que même la maison de disques misait pas sur autant de ventes. Comment toi, tu vis à ce moment-là cette explosion à laquelle tu n'étais même pas vraiment prédestiné? Eh si je me replonge dans mes souvenirs, on s'est jamais comporté comme si on était des artistes des rostas, comme on dit. Nous, on a toujours vécu le truc comme ça. Je me souviens, je sais pas si je l'ai raconté dans le livre, des scènes où je vais au KFC et les mecs me disent ouais, mais il y a Calbo. Mais non, c'est pas Calbo, il mange pas de poulet, c'est fini. C'est fini. Où je marche à Châtelet, les mecs disent oh Calbo, ouais, ils sont pleins, ils me disent ouais, mais tu marches tout seul, t'as pas de garde du corps. Je dis mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux me faire? Rien, alors, laisse-moi garder mon corps. Donc voilà, je disais famille nombreuse, donc t'as pas le choix. C'est l'éducation qui a fait que moi j'ai des souvenirs où on était tout arsenic que nous étions. Ma mère disait bien, on va acheter des poulets au marché de Sagny avec le caddie. Je tenais le caddie et le mec avec du poulet dedans. Et les gens me disaient, c'est Calbo. Bon, derrière ta mère, ah, dépêche-toi. Mais tu croyais pas quand même au début? Parce qu'on l'a jamais pris au sérieux en fait. En fait, pour nous, on a toujours vécu comme ça. Après, plus les années passent, bien sûr, tu te rends compte que... Mais comme je le dis, je le raconte dedans, les escaliers devenaient escalators, les portes coulissantes, tu vois. Tu sens le changement quand même. Ah, tu sens le changement. Ça te fait pas un peu changer, ça, en même temps, un petit peu? Ça a fait... Moi, j'ai vu des gens changer autour de moi, plus les autres que toi, en fait. Parce que toi, ce qui se passe, c'est que souvent, je dis, quand tu commences à gagner de l'argent et que tu es issu des quartiers, tout, tu fais briller d'abord ton environnement, tu vois. Là, tu mets un plasma dans ta chambre... plein de cafards, tu mets ton machin, tu commences à arranger, mais et c'est quand tu descends, c'est les autres qui changent parce qu'ils n'ont plus leurs potes d'enfance, ils ont Calbo d'arsenic, machin. Les gens ils leur demandent, ah tu connais Calbo, ils leur demandent à eux, tu vois. Ah mais tu le connais pas, c'est comment? Des fois je raconte ironiquement, ouais, il y a 5 meufs qui m'ont arrivé, vous êtes 5, mais les 5 elles veulent toi. Tu vois, donc c'est que des trucs comme ça. Et après tu sens, ah quand même ça pique. Et là, tu sens que peut-être qu'il est temps de bouger un peu. Ouais, vous êtes resté longtemps encore dans le même environnement? Ouais, mais moi, j'y vais toujours. En fait, tu vas, mais tu peux plus rester dedans parce que le rêve qu'il faut donner aux gens, maintenant avec la maturité, je peux le dire en tant que Victor Hugo. Donc, je veux dire que quand tu es ici du quartier,
si tu réussis, il faut sortir du quartier. Il ne faut pas rester dans le quartier. La logique veut que tu t'en ailles. Moi, je dis souvent à la maternelle, quand on dessinait notre maison, de la maison de tes rêves, tu mets un dessin, un pavillon, un soleil, un petit chien, tu vois, un jardin. Tu dis pas, tu mets pas le bloc du 6e chaudron. Et donc c'est ça, le rêve de tout enfant, c'est tu réussis, tu pars. Grâce au live, tu vas aussi vivre, tu parles beaucoup du live d'ailleurs dans le livre, tu vas vivre des choses assez folles, notamment un concert au Stade de France, c'est le Urban Peace. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ressenti ce jour-là, et notamment aussi, puisque tu l'évoques un peu dans le livre, mais il y avait tout le rap français à l'époque dans les coulisses. Et tout le rap français de l'époque dans les coulisses ensemble, c'est compliqué. Coupe-gorge. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'était pas. En plus, c'était une grosse période de tension entre. C'était le fameux clash entre Lord Co-City et Jackie. C'était il y avait tout ça, un peu des tensions comme ça. Et tu vivais ces mêmes tensions. À l'époque, nous, quand on a commencé le rap, les concerts, il n'y avait pas des petites filles qui venaient accompagner leurs parents. C'est des coups de gorge. C'était des bandes qui étaient là, les gars qui venaient des mines serrées, les gars qui te kiffent mais ils applaudissent pas. Donc tu vois, c'était que ça, des tensions, tu vois, des embrouilles partout. Et c'était ça. Et des fois, j'en parle même avec Jams où je disais, pour ceux qui critiquaient Jams à l'époque, je disais, mais vous critiquez Jams, mais moi dans les concerts coupe-gorge, je voyais Jams. Elle était là, la petite. Elle venait, elle faisait ses morceaux dans les publics où ça se donnait des coups de couteau, tu vois. Donc, pour rebondir, merde, on s'est perdu. Stade de France. Le Stade de France. C'était chaud dans les coulisses ou pas? pas? Ouais, il y avait une petite tension, même derrière, tu sentais, tu vas commencer ton truc, mais tu sens que ça boue derrière, tout ça. Mais nous, personnellement, on n'avait pas ces embrouilles-là avec Arsenic et on a vécu un truc de fou au Stade de France. C'est-à-dire, pour nous, c'était la première fois de voir, je sais pas, 80 000 personnes. C'était énorme, cette grande scène qui n'en finit pas. On dit, merde. On est deux sur scène, il faut courir de là à là-bas. Mais ouais, c'était un grand souvenir, Stade de France, la première fois qu'il y avait du rap à l'époque. C'était énorme. Ouais, regarde le monde. Bébé, tu me diras pas. Sur mon écran, j'aurais voulu rester au show. Ici, c'est cru et pas, de l'amour, y'en a pas. La vie, c'est show business, et le fric se prend pour Dieu. Dernier mot-clé, c'est le mot compétition. Tu parles souvent de la stimulation, de l'émulation qu'il y avait, que ce soit au sein du secteur A, au sein de Bissau, au sein de Noyau Dur aussi. Et tu dis souvent que ça t'a poussé à même hausser le niveau de jeu, tu vois. Est-ce que tu as des souvenirs, que ce soit sur scène, en studio, en tournage, de grosses pressions que tu as pu te prendre et qui t'ont forcé à faire un truc, à sortir un truc encore meilleur? Des souvenirs, non. C'est comme si tu me parles de la compétition, elle faisait partie de nous, hein, de tout. C'est-à-dire dans l'écriture, dès que tu commençais à écrire, tu savais que tu avais un lino qui te là, tu peux mieux faire. Donc il y a déjà une sorte de compète, il y a une douane, il y a la compétition, c'est quand tu es entre de bons rappeurs, tu es obligé d'être bon. On a fait plein de compiles où ça t'invite, mais tu sens que ça se guette du coin de l'œil. Le premier qui va poser, tout le monde te regarde, dit merde, je dois mieux faire. Et donc c'était ça. Dans les clips, je raconte aussi, le gars il bouge comme ça, tu dis merde, il faut que je fasse mieux que lui. Parce qu'il y a la compétition, t'en parles souvent, mais pas que pour les morceaux, c'est vraiment chaque instant elle est présente. Dans la sable, dans le truc, partout. Mon fils, il est en compétition avec moi. Donc ouais, ça fait partie de nous. C'est lequel, pour terminer, c'est lequel ton meilleur texte selon toi? Mon meilleur texte, waouh. Ouais. Mon meilleur texte à l'heure d'aujourd'hui, parce que t'as pas écouté le Non, mais ça serait trop facile de dire ça arrive dans le fait. Non, mais... Tu sais ce que tu penses. En fait, j'en ai écrit des vingtaines, là, j'en ai écrit mon meilleur. Déjà, ce sera avec Arsenic ou Bissau Nabisso? Non, tout seul, sûrement. Parce qu'on en a fait plein, des textes dans Bissau, on écrivait des 8 mesures. Pourquoi je dirais ce morceau-là? Parce que il a une histoire, le fameux morceau que j'ai écrit après le syndrome de la feuille blanche, là, qui est dans le EP justement, qui va sortir, où je dis c'était une époque où je voulais plus écrire. Je disais je m'en bats les couilles, c'est bon, j'arrête, c'est bon le rap. Quand justement je m'étais séparé de la mère de mon fils, et donc on dit rien, on vit tous les jours avec le sourire, le machin, mais en vrai t'es piqué. Mais tu fais le gars, tout ça, mais en vrai t'es piqué. Et donc à cette époque-là, à cette période-là, je voulais plus écrire, je m'en foutais, c'est bon, on va faire autre chose, fuck le rap. Et donc je suis parti 2 ans dans le village de Laura Yéniche là-bas, là,
loin là-bas, après l'Allemagne. Et je suis resté 2 ans là-bas et j'ai fait autre chose. Et du coup, un jour, j'ai repris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire, comme ça, sans thème, sans rien, juste mon mode du moment. Et le morceau, je l'ai appelé Sans haine. J'ai pas de haine, j'ai pas de... Juste, je suis parti 1 phrase, 2 phrases et ça fait un morceau. Et quand j'ai chanté ce morceau, je dis waouh, il sortait du cœur, la manière dont je l'ai posé et tout. La première fois que je réécrivais depuis 2 ans. Et le morceau, il a coulé comme ça, comme s'il a coulé de mon cœur, en fait. Et dans le refrain, je me disais, je ne me voyais pas chanter le refrain parce que c'était un peu profond comme ça. J'ai dit, je vais appeler Karine. J'ai dit, parce que Karine, Madame Refrain, je l'ai appelée, elle m'a dit, vas-y, je viens poser. Elle est venue poser. Et ce morceau, il existe justement. Et quand je l'écoute, avec l'histoire qu'il a, et c'est le premier depuis au moment où j'avais dit j'arrête, et j'ai repris avec ce morceau, et la manière dont je le pose, pour moi, c'est peut-être mon meilleur texte. Merci Ismaël, en tout cas pour cette interview mot-clé. On continue en tout cas avec Laure qui a sélectionné quelques images qui devraient te parler. Ce sera à toi de les commander. Tout de suite, c'est My Picks avec Laure. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Première photo. Oh, la fameuse photo avec Nelson Mandela. Je sais pas pourquoi on voit pas Michael Jackson, mais ouais, la fameuse photo où justement on est tous venus serrer la main à Nelson Mandela. Parce que bon, l'histoire dit, la vraie histoire, c'est que on était 3 à avoir serré la main à Mandela en premier. Okay. C'était moi, je crois, Benji et Jekyll, je crois. Je me souviens de Jekyll, mais après l'autre, je sais plus. Parce que quand on devait monter sur scène pour chanter au Kora, on passait chacun d'un côté de la scène. Okay. Pendant les répétitions, 4 à droite et 4 à gauche. Et on se retrouvait sur scène pour former la ligne Bisso-Nabisso. Et au moment où on va, on nous demande, ouais, Bisso, c'est à vous de chanter. Donc on rentre, les 3 qui rentrent par les loges, on tombe nez à nez avec Mandela qui vient à sa table. Okay. Donc il sortait comme ça, et nous, on voit Mandela qui arrive. Tant pis, avec toutes ses gardes du corps autour de lui. Et on est où ici? On est en Afrique du Sud. On est en Afrique du Sud. Et donc ces gardes du corps, lui, il était en mode Sarko, là, en train de serrer les mains à tout le monde qui sortait des loges. Ah, Mandela! Donc lui, il faisait son taf, tu sais. Il sait que maintenant, toucher les gens, ça, machin. Et nous, on est devant et les gardes du corps nous disent, ouais, poussez-vous, on va passer. Et donc nous, on se met contre le mur et Mandela qui passe devant nous. Ouais, Madiba, on est là, comme ça. Mandela, on n'était pas prêts, on n'était pas venus pour voir Mandela en Afrique du Sud. En même temps, c'était vous un peu les stars de la soirée. Hein. Vous avez reçu plusieurs prix. À ce moment-là, on ne l'avait pas reçu, je crois. On ne l'avait pas encore reçu, je crois. Peut-être qu'on venait de le recevoir, je ne sais pas. Et donc, pour le laisser passer, donc on se pose, il passe, et donc il passe devant nous, et il enchaîne ses enchaînements de serrage de main. Et nous, on est là, il nous serre la main, il part, et nous, on reste comme ça, Keblo. Il a serré la main à Mandela. Et donc, quand on revient sur scène, et on fait le morceau Bisso, un peu on a décalé un peu le show de quelques secondes. On retourne à notre table et on dit aux membres de Bisso, ouais, putain, on a serré la main à Mandela. Et ils nous disent, mais non, c'est pas vrai, vous mentez. Je dis, je vous jure, on a serré la main à Mandela. On était là encore sous le choc. Et c'est là où je voyais la chanteuse Mpassi de Bisso qui était là dégoûtée. Elle qui est si pieuse, qui là, Mandela, elle était de l'autre côté, elle, tu vois, elle n'a pas pu. Et donc, si j'ai le temps de raconter, c'est là où je racontais la scène où elle est partie après. Donc, c'était fini, Mandela, ça y est, on lui avait serré les mains. Pour les autres, il est impossible de serrer la main à Mandela, sauf si on recevait un autre prix. Et boum, derrière ça, on reçoit le prix de meilleur clip vidéo. Là, Mpassi dit, attendez, je vais aller le chercher toute seule. Donc, en ayant son plan dans la tête, en se disant au moment qu'elle avait arrivé au micro, dire ouais, est-ce que je pourrais serrer la main à Mandela? Et au moment où elle dit ça, le traducteur, c'est un pays anglophone, l'Afrique du Sud, qui traduit à Mandela qui est en face de la scène. Il dit ouais, voudrais te serrer la main. Et lui il dit faites-les venir à ma table. Et c'est là où on vient nous chercher officiellement, cette fois tous les membres de Bisso, d'où cette photo. On vient, il se lève, il nous serre à chacun la main, tout ça, on prend notre photo, tranquille. C'était ça le prix, en fait, au final. Ah non, mais on avait tout gagné, là. Alors, je voulais parler un petit peu de cinéma, parce que, du coup, ce film, c'était une expérience spéciale, un peu. Ouais. De jouer dans ce film. Ouais. Et, du coup, est-ce qu'on pourrait déjà en parler et puis nous dire si oui ou non c'est une expérience qui te retente pour l'avenir? Chokdi, c'est donc l'acteur principal, Dida Diafat, c'est un grand du quartier. C'est
le grand du quartier. Donc à Villers-le-Bel, chez nous, Dida, c'était notre légende à nous. Et on a grandi avec ses exploits. L'un des premiers, je crois même, qui a initié un peu tout le monde à la boxe thaï. À l'époque, faut savoir, il y avait plein de champions à Villers-le-Bel, tout ça. Et Dida, c'était notre premier, c'est notre star, c'était notre zizou à nous, tu vois. Et on a toujours une bonne relation, moi et lui, depuis toutes ces années. Parce que je crois que lui, c'est tellement un bourreau de travail. Je pense qu'il a respecté notre travail aussi de notre côté. Ah, c'est les petits du quartier, mais eux aussi, ils ont fait leur trou de leur côté. Et on a toujours eu une bonne relation avec Dida. Et le jour où il a fait son film avec un bon budget, des acteurs, des machins, bah pour lui, c'était logique d'appeler son petit pour faire la musique. Donc quand tu m'as dit viens faire la musique de mon film, il dit ah ouais, bah, vas-y, je fais de la musique, je fais la musique de son film. Et après derrière il me dit ouais, il y a des scènes dans le film là, tu veux jouer, vas-y, je te vois le jouer, vas-y, viens le jouer. Quand moi je lis mon scénario, donc Dida, on est en prison, et il s'embrouille avec moi. Dans mon scénario, l'histoire c'était qu'il me mette une droite et tu tombes par terre. Et je dors. Comme dans les westerns, on te met une poêle dans la tête, tu dors. Comme si une poêle pouvait assommer quelqu'un. Donc l'histoire c'est le grand noir, il est là, costaud, boum, il prend une patate par Dida, il dort. J'ai dit ah gars. Et quand j'appelle ça, j'appelle mon gars Dida, je dis Dida, ton scénario il est suspect. Il dit moi je veux bien prendre la patate, mais en vérité, si dans la vraie vie, je prends la patate, mais après je me relève. Et quand je me relève, je te soulève. Et lui, il a dit, ouais, c'est vrai, comme c'est un gars à moi, il dit, ouais, c'est vrai, Calvo. Ouais. Je dis, gars, j'ai une petite réputation quand même. Je ne veux pas venir dans un film prendre une patate et dormir. Et il me dit, ok, vas-y, on va faire comme tu dis. Et donc après, on change de scénario, tac, il met la patate, mais après, je le soulève, boum, bah, on se roule par terre. Les matons viennent nous séparer, ok, super. Je suis parti revoir la scène du coup. Donc, moi je pars sur ça, regarde bien le truc de fou. Moi je pars sur ça. Donc c'est fini, c'est dans la boîte, ok. Mais eux au montage, ils ont rajouté que Dida, quand tu me mets la patate, moi j'ai juste joué, il me met la patate, je tombe, je me relève, je le soulève, bah, on tombe par terre, boum, 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 terminé. Mais ils ont rajouté qu'il met la patate, mais ils ont rajouté qu'il fait un geste comme s'il me lynchait avec un bâton. Alors je n'étais plus là. Il dit l'enfoiré. Il dit juste pour montrer qu'en fait il était vaillant, tout ça, malgré ça. Tu vois. Dernière photo. Ouais. Moi j'aurais flippé. Hein. C'est un vrai crocodile en plus. Un vrai crocodile. Ouais, c'est ça. Et t'es très à l'aise à ce moment-là ou t'es un peu stressé? Mais super mal à l'aise. Super mal, mais professionnel, mais super mal à l'aise. Okay. Parce que le truc dégainé. Alors les circonstances de cette photo? En fait, cette photo, on était tellement à fond dans le Lacoste, tout ça, et que la maison de disques aussi jouait le jeu. Kenzie aussi, en tant que professionnel, lui aussi, il allait plus vite. Il s'est dit, ben, pour immortaliser le truc, on a pris le nom des frères Croco, fameux crocodile de Lacoste. C'était l'influence avant l'influence, ça. Ouais. C'était Lacoste à toutes les sauces. On est parti à Fontainebleau, il y a un endroit où ils élèvent ils domptent les animaux pour les films, tout ça. Donc on est parti là-bas, on a fait une photo avec le crocodile. Au début, il y en avait de 4 mètres, on a dit non, calmez-vous. Calmez-vous, on va pas pouvoir fuir. Prends le petit là-bas. Le gars, il nous a posé la question dans le placard, vous voulez lequel? On a dit prends le petit là, commence pas. Mais normalement, dans les trucs comme ça au cinéma, il leur donne pas des petits calmants un peu aux animaux. Franchement, le truc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il nous expliquait, le gars, c'est que s'il doit dégainer quelqu'un, il va dégainer d'abord son dompteur avant nous. Il fallait prendre le grand, tranquille. Et donc il est là, tu vois, dans la photo, les gens le voient pas trop, mais il est attaché au niveau du cou au sol, avec un anneau. Okay. Tu vois, là on le voit pas. Parce que imagine-toi, il est pas attaché là. Le truc, en fait, il faut savoir que c'est des bêtes à sang froid, tu vois. Donc quand elle est au sol comme ça, tu peux croire qu'elle est empaillée. C'est le truc qui bouge pas. Là, il prend la pause, elle bouge plus. Okay. Mais dès que le mec il arrivait, le dompteur là, il rentrait, c'est là où le truc il dégainait. Ça, il tournait comme ça, et nous on sautait comme ça. Et donc là, tu vois, cette pause-là, c'est où on est revenu comme ça doucement. On a dit, vas-y, prends la photo. Tu vois, on a pris on prend la photo, on prend le lâche. Parce que le truc, mais il prévient avant, tu vois.
ils gonflent, comme les crapauds. Là. Et du coup, tu expliques dans le livre que de toute façon, vous n'avez jamais sollicité Lacoste pour avoir un sponsoring, que vous, c'était naturel, c'était le style de l'époque. Et puis finalement, plusieurs années plus tard, Lacoste, ils se sont mis à sponsoriser des rappeurs. Ouais. Ça leur a même un peu retourné. Ils ont pas fait les bons choix. Ouais. Ça leur a même un peu retourné dessus. Est-ce que ça leur fait sourire quelque part Non, mais ouais. Ils auraient mieux fait de miser sur vous, je pense. Nous, notre satisfaction, peut-être où elle était, c'est que dans les catalogues Lacoste, on voyait des Mamadou, des machins, des trucs qu'on ne pouvait pas voir à l'époque. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais sollicité. Nous, personnellement, quand on en parle encore de nos yeux, moi, Lino, on n'a jamais essayé de chercher sponsoriser, puisqu'on avait les Lacoste, même sans sponsoring. La maison dit jouer le jeu, des fois, ils glissaient un billet pour le Lacoste. Il y avait un budget même carrément. Il y avait un budget, on avait un pote qui avait une filiale Lacoste, tu vois, son magasin il était affilié à Lacoste. Donc lui, il jouait le jeu en se disant, je fous 2 canapés en cuir Lacoste au fond de mon magasin. Il y avait notre disque d'or, il s'appelait Gap Sport, Villers-le-Bel. Et nous, on passait des fois dans son magasin, les gens, et lui, il était, ah, c'est le magasin d'Arsenic ici. Ah. Donc les gens venaient faire des pèlerinages, tu vois. Et nous, on venait, il nous donnait des Lacoste gratuits, d'où même le Lacoste de la pochette, c'est chez lui qu'on l'avait pris, tout ça. Donc on avait cette facilité. Donc plus d'argent, donc plus de Lacoste, et on n'avait pas besoin de sponsors à l'époque. Mais est-ce que vous n'avez pas été voir Lacoste parce que vous avez dit de toute façon ils vont nous refuser? Jamais, mais tu sais quoi, ça ne nous a même pas traversé l'esprit en vrai. Tu sais, je sais pas, à l'époque, peut-être qu'on n'avait pas le réflexe du sponsoring, peut-être. Peut-être que les mecs des maisons de disques, on les a sollicités, mais nous, personnellement, non. On les a sollicités pour le concert des 20 ans d'Arsenic à l'Olympia. Ouais. Et donc, notre manageuse, sûrement, et ils ont servi les sacs. Ils ont donné les sacs. Quand même. Ils savent, ils ont fait avec tout ce que vous avez fait. J'avais les arriérés. Ouais, si vous ne le savez pas, non, c'est... Même si à un moment, ils ont dû être Lacoste, ils ont dit c'est pas vraiment l'image qu'on voulait donner à... Ah, c'était pas du tout l'image maintenant. Aujourd'hui, ça c'est un peu parce que les équipes ont changé, ils ont rajeuni, tout ça. Mais l'effectif, à l'époque, c'était tabou. C'était des golfeurs, ça n'avait rien à voir. Nous, on a ramené des balafrés, des yeux crevés dans les magasins Lacoste. C'était pas possible à l'époque. Mais bon, après, quand quelqu'un va te dire, tu sais que le gros budget, là, ton château, il va tenir grâce... C'est la street qui paye tout. Ah oui, donc il dit, bon, d'accord. Ok. Merci Laure, en tout cas, pour ce MyPix. Merci. On va continuer avec une dernière séquence, c'est l'invité de l'invité. Donc, nous allons accueillir Mohamed de l'association Le Bus de l'Initiative. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Calbo, présente-nous ton invité. Ben, Mohamed, c'est mon gars depuis longtemps à Garges, je les connais. C'était Villers-le-Bel, Garges-Sarcelles, c'est des villes voisines, tout ça. Et on se connaît depuis toujours, déjà de l'époque de Secteur 1. Et avec son frère Aquaf, justement, qui est Aquaf Prod, et qui est mon frère avec qui je produis, on produit tous les deux Laura Yeniche, notre petite rappeuse. Et donc, Mohamed, lui, c'est le gars qui, il va vous parler de son association, qui m'a beaucoup inspiré, moi, justement, à la fin du livre, je parle de mon mindset et de l'envie de faire des choses. C'est en passant chez lui, justement, où j'ai découvert un monde qui n'existait pas à notre époque. Vas-y, Mohamed, explique-nous alors, c'est quoi le bus de l'initiative? Bon, déjà, bonjour à tous, et merci de nous accueillir. Merci à Calbo pour l'invitation. Donc, moi, je suis Mohamed. Donc, en gros, le bus de l'initiative, c'est quelque chose qu'on a créé. En fait, moi, je suis parti de mon expérience personnelle où j'ai beaucoup travaillé dans l'entrepreneuriat. J'étais enseignant à l'université en entrepreneuriat. Je travaillais dans le microcrédit, un peu tout ça. Et j'ai été un petit peu une référence au début dans mon quartier sur les personnes qui voulaient monter ou développer leur boîte. Donc je les aidais, on se voyait au marché, à la buvette du marché, pour ceux qui étaient dans le marché. On se voyait au fast-food où je les aidais à remplir leurs papiers pour faire des demandes d'agrément, de financement, de remplir les papiers, les déclarations, un peu tout ça. Et après, chemin faisant, c'était plus du quartier, c'était de la ville, c'était des villes à côté comme Villiers ou Sarcelles. C'était un pote qui avait un pote à Nanterre ou dans notre ville. Après, je me suis dit, bon, pour se déplacer, et voilà. Et moi, j'étais convaincu que l'entrepreneuriat, les gens qui ne trouvaient pas du boulot, ils pouvaient créer le leur. Parce que surtout dans les quartiers, on est habitué à prendre un bout de bois, un bout de ficelle et du scotch, et on fabriquait des trucs invraisemblables. Il y avait un ADN spécial dans les quartiers où on arrive à faire des trucs de fou, où les gens, soit ils avaient une passion, ou soit ils voulaient répondre à une problématique sociale qu'ils voyaient en bas de leur quartier, où il n'y avait pas accès à la santé, il n'y avait pas accès à la mobilité, il n'y avait pas accès à tout plein de choses, à la culture. Et les gens avaient toujours une envie, un projet, une idée. Et donc moi je me suis dit, bon,
on va accompagner tout ce monde-là. Et j'ai créé un système qui s'appelait le bus de l'initiative, qui vise à aller vers les gens. Parce que les gens ne vont pas, il y a des choses qui sont, mais les gens n'y vont pas parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux, ou quand ils vont les voir, c'est pas le même langage, donc ils lâchent vite l'affaire. Et en gros, l'idée, c'est quand les gens, quand les mamans, ou quand les jeunes filles, ou les gars, ou les personnes un peu plus âgées, vont chercher leur pain, vont chercher leurs enfants, vont prendre le train à la gare, on leur dit hey, est-ce que vous avez une passion, une envie, répondre à une problématique? Parce qu'il faut savoir, nous, on intervient dans les quartiers, dans les vrais quartiers, où le taux de chômage il est à plus de 40%. D'accord. Donc, et surtout le chômage des jeunes qui est super important. Donc on se dit voilà comment on va remédier. Et tout de suite, dès qu'on a mis en place le bus, ça a bien fonctionné parce que les gens, on se dit ouais, ben moi je veux créer dans le transport, moi je veux créer dans le numérique, moi je veux créer là-dedans. Donc on accompagne les gens. Tout ce qu'ils ont dans leur tête, ben, on les aide à le coucher sur papier et on lève toutes les demandes d'agrément, les financements, les exonérations de charges, comment faire mûrir les idées et comment développer tout ça. On l'a créé en 2013. Aujourd'hui, on a accompagné et qui sont encore actifs. Je ne parle pas de ceux qui ont arrêté. On a plus de 1000 entrepreneurs des quartiers qui sont principalement en Ile-de-France. Pas mal. Et on intervient dans plus de 200 villes en Ile-de-France. On va dans tout, dans le 92 à Nanterre, Colombes, Villeneuve-la-Garenne, le 93 à Sevran, Stein, Saint-Denis. On fait plein de villes. Dans le 94 aussi, à Vitry et tout ça. À la gare, à Sarcelles et à Villers-le-Bel où on a vraiment nos attaches. Donc voilà, on a développé ça. Ce qui nous a permis dans un deuxième temps de créer des lieux. On reprend des vieux entrepôts, on les retape de A à Z, on les aménage sous forme de loft. Parce que les gens des quartiers ont le droit à avoir des locaux comme on voit sur Paname. Voilà. Comme on voit sur Paname. Donc c'est des verrières, c'est des trucs comme ça. Tu as tout ce qui est labo photo et vidéo, tu as tout ce qui est espace sportif, espace numérique, espace tout ça, où les gens viennent gratuitement. Toujours avec aucune aide de l'État pour refaire tout ça ou, alors là, on commence un peu à développer, des partenariats parce qu'ils se disent... ouais. Pardon ? Pour avoir un peu des subsides. Voilà, c'est ça. Des subventions. Ouais. Et en gros, on commence à développer ça pour pouvoir développer encore plus fort. Mais l'idée, c'était de prouver que ça fonctionnait. Et comme on a une grosse communauté maintenant d'entrepreneurs, on a des hommes et des femmes qui n'attendent plus après quelqu'un ou qui n'attendent plus à ce qu'on fasse pour eux. L'habitude qu'on nous a donnée dans les quartiers un peu, mais c'est de faire directement. On identifie une problématique, on y va direct. On a pu accompagner la création de centres de santé. Alors dans des quartiers où il n'y en avait pas. Des garages partagés, où les gens n'avaient pas les moyens d'aller dans un garage. Et ben, tu as des gens des quartiers qui ont créé des garages partagés où tu as la maman ou le papa ou tu as la jeune fille qui n'a pas les moyens, l'étudiante ou qui n'a pas les moyens de se payer une réparation au garage, qui va dans ce garage partagé et elle a accompagné là-dessus tout plein de choses sur la mobilité. On a accompagné un jeune de quartier qui a commencé tout seul, qui a créé son auto-école, qui aujourd'hui a plus de 10 salariés et qui maintenant fait permis voiture, permis moto, permis car, permis poids lourd. Et ça, c'est des success stories. Un autre gars qui a commencé, lui, par être infirmier, aujourd'hui, il a sa boîte d'ambulance où il a 40 salariés. Au départ, quand il est parti voir les structures classiques, ils lui ont dit « c'est pas pour toi, c'est trop pour toi ». Et donc, on arrive là, et l'idée, c'est qu'après, chacun contribue à péter le plafond de verre qu'on nous met dans les quartiers, et en se disant, voilà, le modèle où on réussit, parce qu'il n'y avait que dans la musique ou le sport, voilà, où on pouvait s'en sortir. Et là, c'est de se dire, on réussit dans tous les domaines. Ok, mortel. Comment on fait pour vous contacter? Il y a un site internet? Ouais, on a un site sur le bus de l'initiative, on est sur les réseaux sociaux ou Créative. Ok. Ça va bientôt être la fin de cette émission. Juste avant, Calbo, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est le dernier livre? Est-ce qu'il y en aura d'autres? J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que comme je finis, comme je l'ai dit, sur Laura Yeniche et mon pote Coiffe avec Coiffe Prod, là, c'est la suite. Donc la suite, c'est le Calbo qui transmet. Donc là, c'était tout le Calbo de la jeunesse arsenic, Bisson-Abisso. Maintenant, il y a un nouveau Calbo qui arrive là, justement, qui passe par Mohamed, qui a envie de faire plein de trucs grâce au bus d'initiative, qui a envie de produire, passer derrière. Donc même moi, je me forme. Et voilà, et le plaisir que j'ai à bosser justement avec Laura Yeniche, c'est ça. Maintenant, c'est le Calbo qui est derrière. Et donc, il y a plein de trucs qui vont arriver, dont elle, c'est un petit Calbo.
Et je suis content d'être derrière. C'est un autre truc. Là, c'est moi le Kenzie maintenant. Je comprends mieux. C'est quand tu vieillis, tu comprends maintenant. C'est bien, heureusement, des jeunes frais, t'as vu? Donc on peut avoir le machin. Donc la date de parution exacte de Le Calbo. 2 novembre, normalement, ça En même sort. temps que le EP. Mais il est déjà en précommande sur Mindset Edition. Et voilà, après le EP aussi, il va arriver. Et puis, c'est parti, c'est un très bon livre. Vous allez passer un bon moment. J'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. C'est-à-dire, ça se lit bien. Parce que souvent, les gens ont c'est peur. bien écrit et tout. Ah ouais, c'est magnifique. Moi, je suis fier du truc parce que ça, on me le disait toujours. Mystique me disait, mais tu sais, quand tu vas avoir ton livre dans les mains, tu vas être fier. Moi, je l'écoutais, mais que c'est un peu comme quand on a reçu le premier album. Ah, t'as fait un livre, quoi. Ça y est, t'es plus un rappeur, t'es Victor Hugo, quoi. On va t'étudier dans les... Donc, c'est ça qui est bon. Merci à toi, Calbo. Merci à vous. Merci à vous, bien sûr. Ouais. On était avec Victor Calbo aujourd'hui dans... Merci, je copierai. Merci. Move Radio, Hip Hop Nation.